Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 décembre 2024 et Clément Mirassa est bien présent. Je remercie certains d'entre vous qui ont manifesté leurs inquiétudes parce qu'ils ont lu sur les réseaux sociaux des publications selon lesquelles la presse a assassiné M. Clément Mirassa. Je suis bien là. Et en démocrate et républicain, j'accepte la critique et nous allons avancer. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous tenons d'abord à faire un certain nombre de rappels sur le contexte, parce qu'il y a eu des événements extrêmement importants à travers le monde et nous allons essayer d'en évoquer deux. Le premier élément que nous allons évoquer, c'est la chute du président syrien Bachar al-Assad. En Syrie, les rebelles ont pris le contrôle de Damas dimanche 8 décembre. Le dictateur en place Bachar al-Assad est en fuite. Partis du nord-ouest de la Syrie le 27 novembre, les rebelles anti-gouvernement et le groupe islamiste radical HTS ont atteint la capitale syrienne. Dans une offensive surprise, ils ont pris de court les forces de Bachar al-Assad. Après avoir mis la main sur Alep, Hama et Homs, les rebelles ont annoncé à la télévision publique avoir pris Damas dans la nuit de samedi à dimanche. Bachar al-Assad, qui avait démenti toute fuite hier, aurait finalement quitté le pays. Le dictateur était en place depuis 24 ans. Son premier ministre, Mohamed Al-Jalali, a annoncé qu'il était prêt à coopérer avec le leadership que choisirait le peuple. Une passation de pouvoir pourrait avoir lieu dans la journée. Le Hezbollah, qui avait envoyé des forces dans les territoires syriens frontaliers, a annoncé leur retrait. Donald Trump a affirmé que ce combat n'était pas celui des États-Unis et qu'il s'opposait à l'envoi de troupes. L'émissaire de l'ONU en Syrie a appelé à garder des espoirs prudents dans ce moment décisif qui met fin à un demi-siècle de pouvoir du clan Assad. Qui, selon plusieurs médias, a dû fuir le pays parce que les rebelles ont fini par rentrer à Damas. Et vous savez bien tout ce qui s'est passé. Mais ça nous amène à réfléchir parce que Bachar al-Assad, qui a succédé à son père en l'an 2000, est resté au pouvoir pendant près de 24 ans. Son père était resté au pouvoir pendant des 30 ans. Ça a été véritablement une dictature, une tyrannie. Et l'ONU a même été obligée de les attaquer en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les bombardements ciblés contre les civils, l'utilisation des armes chimiques. Et en ce qui concerne les opposants, ceux-ci ont connu pour beaucoup la torture, la pendaison, et ils sont morts en dizaines de milliers. Bref, c'est la fin d'une tyrannie, c'est la fin d'une dictature. Depuis que les geôles d'Assad ont été libérées, les hôpitaux de Damas voient affluer ces rescapés de l'enfer. Et des familles à la recherche de leurs disparus. Sednaya, une prison souvent décrite comme le camp de la mort de Bachar al-Assad. Cet homme ne répondra pas. Il n'a pas prononcé un mot depuis sa libération. Ils sont nombreux à ne plus savoir qui ils sont. Cette femme répète la même phrase sans cesse. من حمص الأصل شاب من حمص تمام فنحن عم نقلكم ومسجون وين؟ مسجون بعدرا والله تعبنا لا أكل لا شرب ولا شيء. العذاب النفسي أصعب من عذاب الأكل والشرب والإهانة. أنا عمري 56 سنة ما في احترام ما في أي شيء منوب بزتونا ذات مثل الكلاب. La salle est prise d'assaut par les familles de disparus. أخذوهم بال 2013 نحكي عن 11 سنة من 2012 ما بنعرف شباط اخذوهم ب 13 شباط كم اعمارهم؟ ما بنلاقيهم ما خلينا سواونا Mais il faut tirer les leçons parce que on constate que les tyrannies, les dictatures, les successions dynastiques sont pratiquement en train d'aller à leur fin. Et il faut qu'on en tire les leçons. La première leçon que l'on doit tirer, notamment ce qui nous concerne au niveau du Congo,
Il faut que nous nous battons pour la restauration et la consolidation d'une véritable démocratie dans notre pays. Ces dictatures, ces modes de gestion qui ne créent que des humiliations, qui ne créent que des frustrations, qui créent que des divisions. Je crois qu'on n'en a pas. On en a marre et il faut que ça se termine. Mais la grande leçon qu'on doit tirer, c'est finalement de se rendre compte que quelle que soit notre force ou la force de chacun de nous, quelle que soit la puissance de nos gouvernants, de nos dirigeants, tout a une fin. Et à notre avis, les gouvernants doivent sérieusement y réfléchir. En tout cas, le cas de la Syrie nous permet de tirer beaucoup de leçons. Et nous avons vu les liesses des populations. Nous avons vu ces scènes que l'on peut considérer comme difficiles à supporter, notamment la pendaison du frère du président Bachar el-Assad par une grue. Nous avons vu comment on a brûlé et le mausolée et la tombe du président Hafez el-Assad. C'est des choses qui font réfléchir. C'est pour ça qu'il faut que nous travaillions, pour que nous ayons la paix, pour que nous dirigeons selon des règles de bonne gouvernance, de transparence, et que la transmission du pouvoir se fasse comme elle se fait dans des pays comme les États-Unis, comme la France, et tout récemment. Et c'est là où nous allons arriver au Ghana. Parce que le deuxième cas que nous allons évoquer, c'est le Ghana, qui a connu une élection présidentielle le 7 décembre dernier. Les résultats sont connus. C'est le candidat de l'opposition, ancien président de la République de 2013 à 2017, qui a gagné les élections. Et ce qui est bien, c'est que ça nous a conforté dans ce que le président Nana Akufo-Addo avait déclaré, à savoir qu'au Ghana, c'est un mandat de 4 ans, une fois rééligible, et c'est respecté. Il y a l'alternance. Les anciens présidents vivent librement dans le pays. La preuve, c'est que John Mahama, qui vient de gagner l'élection, il était dans le pays après avoir été à la tête du pays de 2013 à 2017. Ce sont des exemples que nous devons prendre, surtout, avec des signes et des signaux forts, comme l'appel de l'opposant, qui était en fait le vice-président du président Nana Akufo-Addo, qui a perdu et qui a appelé le gagnant et qui a souhaité qu'il n'y ait pas de tension dans le pays, etc. Et je crois que les choses se sont bien passées. Depuis l'avènement de la 4e République au Ghana, les transitions politiques ont été fluides et pacifiques. L'élection de samedi n'a pas dérogé à la règle. C'est même le candidat malheureux qui a concédé sa défaite avant toute autre proclamation ou prise de parole. Il a reconnu la victoire de l'ancien président John Mahama. On retrouve d'abord Julia Guggenheim qui revient du Ghana pour France 24. Au Ghana, le peuple a voté pour le changement. Ce sont les mots du candidat malheureux du parti au pouvoir, le NPP, Mahamoudou Bawumia, qui a reconnu sa défaite et a félicité son adversaire avant même l'annonce des résultats par la commission électorale. John Mahama, qui fut président du Ghana jusqu'en 2016, est donc le nouveau président élu du pays. Un retour aux airs de sanctions pour le parti de Nana Akufo-Addo. En effet, depuis 2022, le pays est plongé dans une grave crise économique qui a contraint son gouvernement à conclure un plan d'aide avec le FMI pour une valeur de 3 milliards de dollars. John Mahama avait promis, lui, pendant sa campagne, de renégocier les termes de cet accord et de mettre en place sa stratégie de 24 heures économie. Un concept qui veut que les commerces et les services tournent 24 heures sur 24 pour relancer la croissance, mais également répondre à la problématique du chômage qui touche une personne sur 7 au Ghana. Alors en ce qui concerne les résultats des élections législatives, on les attend toujours, mais là encore, il semblerait que le NDC, le parti de John Mahama, soit en avance sur son concurrent. En ce qui concerne le déroulement du scrutin, hormis deux incidents qui ont conduit à la mort de 2 hommes dans le centre et dans le nord du pays, il n'y a pas eu d'autres incidents majeurs et on peut dire que le scrutin s'est plutôt bien déroulé. On s'attend à une transition pacifique entre les deux partis, comme ça a toujours été au Ghana depuis le début du multipartisme en 1992. Maintenant,
au-delà de ces événements internationaux que nous avons tenu à relever, nous revenons au Congo pour attirer votre attention. Nous avions un rendez-vous, c'est le 8 décembre 2024, après qu'on ait discuté des problèmes des Rwandais, où nous avons clairement dit non à la cession, à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwandais, oui à l'annulation pure et simple des accords avec le Rwanda. Évidemment, vous aviez suivi lors de sa communication, le Premier ministre avait rassuré les Congolais en disant que on attendait la date du 8 décembre et que passé cette date, il devait nous donner les informations. Donc aujourd'hui, nous attendons les informations parce que nous avons suivi un certain nombre de choses qui se disent toujours dans les milieux des gouvernants. Mais nous n'avons pas la garantie et la certitude. Nous sommes, semble-t-il, sur un problème où les gouvernants ne sont pas sur la même position que les Congolais, ce que nous déplorons. Mais sur la base de l'engagement qui avait été pris, je crois que le Premier ministre doit essayer de nous fixer et de nous dire exactement où en sont ces problèmes avec les Rwandais. Mais la position des Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, elle est très bien connue. Elle n'a pas changé, elle n'a pas varié d'un iota. Le point suivant que je vais évoquer, s'agissant du Congo, nous avons déjà eu quelques débats là-dessus. C'est par rapport au message sur l'état de la nation qui a été fait par le président de la République le 28 novembre, il y a près de 16 jours aujourd'hui. Message dans lequel il avait tenu à relever avec force que suite à un recensement biométrique, on a découvert que pour payer les bourses, il fallait près de 3 milliards de francs CFA et non pas les 9 milliards exigés. Et le président s'est posé la question, comment les 6 milliards se dissipaient sans laisser la moindre trace. Et nous nous disons non, ça c'est le travail de la justice. Et nous prouvons tant à l'opinion nationale qu'internationale que lorsque nous dénonçons la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, nous avons un cas. Nous sommes surpris que depuis le 28 jusqu'à aujourd'hui, aucune interpellation n'a été faite. La justice ne s'est pas auto-saisie, elle devrait s'auto-saisir de ce dossier parce que c'est vraiment criminel, surtout lorsqu'on insiste avec le fait que lorsque vous voulez détruire un pays, ben, il faut détruire l'éducation. Et ce qui s'est passé pour ça, c'est extrêmement grave. Mais on ne se limitera pas seulement à la situation des bourses. Il avait été également évoqué la situation des établissements à budget de transfert. Il a été évoqué le problème des faussaires, des agents fictifs, par le chef de l'État. Et ça ne peut pas rester silencieux. Et nous appelons, nous exhortons le président de la République à tout mettre en œuvre parce que les Congolais attendent. Il y a déjà tellement de dossiers qui sont accumulés et pour lesquels ils n'ont pas de suite que les Congolais souhaitent la traduction en justice des responsables de ce crime parce que c'est véritablement un crime et on ne devrait pas les tolérer. Maintenant, s'agissant de la thématique d'aujourd'hui, après que j'ai rappelé ces aspects, nous voulons dire toujours en nous référant au message du président de la République sur l'état de la nation, nous avons voulu nous pencher aujourd'hui sur un aspect que nous trouvons extrêmement important. On aurait pu dire la paix, mais moi je parlerai de la préservation ou de la nécessité de préserver la paix dans notre pays. Et pourquoi je l'ai dit? Mais parce que dans ce message, le président a abordé des aspects qui sont extrêmement préoccupants, tant pour tous les Congolais que pour les jeunes. Et c'est pour ça qu'il a attiré l'attention en disant, sans vouloir remuer le couteau dans les plaies de l'histoire, il était bon que les aînés, que les plus vieux accompagnent la jeunesse dans la connaissance de leur passé pour que les jeunes puissent se faire une idée et avoir une vision propice à la consolidation de la paix. Et il a insisté sur ces aspects en disant que pendant la période de 1990 à 2000, il y a eu des violences politiques qui ont provoqué la disparition, sinon la mort de beaucoup de nos compatriotes. On ne devrait pas continuer à tolérer cette situation. Dans les faits,
En fait, notre histoire politique se caractérise par la violence. Nous en avons fait le point de la conférence nationale. Et assez souvent, je vous ai dit, Jean-Pierre Tissère-Chikaya s'est exclamé s'agissant des assassinats politiques. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et le fait que le président de la République ait évoqué ce problème, toujours à l'approche des élections, et nous savons, puisque nous avons vécu, les derniers événements remontent pratiquement à la dynamique dans laquelle nous luttions contre le changement de constitution. Nous avons également connu, à partir d'avril 2016, les problèmes qui ont commencé dans la partie sud de Brazzaville et qui se sont étendus dans le pôle et qui ont donné ce que l'on appelle la guerre du pôle, avec toutes les conséquences que cela comporte. Donc nous avons choisi de nous pencher un peu sur ce problème, la paix, parce que tout le monde ne cesse que de dire que la paix est indispensable au développement. Mais est-ce que nous voulons réellement de la paix? Est-ce que lorsque nous le déclarons, nous tenons compte de ce que nous soyons en harmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons? Je crois que c'est un aspect suffisamment important. Et je rappelle que la paix, c'est un état de tranquillité, un état de calme, un état pratiquement d'absence de troubles, de perturbations, de guerre ou de conflits. C'est un état dans lequel il y a l'harmonie entre les personnes qui vivent ensemble, avec l'absence des troubles, avec l'absence des violences et autres. Et ça nous interpelle, parce qu'à l'approche de chaque élection ici, et surtout que chaque fois que l'opposition a voulu organiser une manifestation, il y a toujours eu des conséquences qui ont été très graves et qui ont parfois créé beaucoup de victimes. C'est pour ça que nous revenons nous tenons à apporter une certaine importance à ce problème pour que nous allions de l'avant. Maintenant, lorsqu'on a parlé de ça, il faut dire, généralement, quand on parle de paix, on parle de dialogue. Et si on veut qu'il y ait la tranquillité et le calme, mais il faut que les gens se parlent entre eux, abordent les problèmes de réconciliation nationale, abordent les problèmes de concorde et de l'unité nationale. Ils sont tellement nombreux. C'est pour ça que l'on est surpris que dans la Constitution du 25 octobre 2015, on a prévu, conformément aux articles 227 et 228, l'institution d'un Conseil national de dialogue qui est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt national. Quel autre problème plus important que celui de la paix? Évidemment, il y en a d'autres, la crise, etc. Donc, et nous sommes surpris que depuis 2015, le Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. On a nommé le secrétaire permanent, mais le reste n'a jamais. Et ça fait, vous voyez bien, ça fait déjà 9 ans, et ce n'est pas du tout extrêmement sérieux. Mais en dépit de tout, nous nous posons une question. Que faire pour préserver la paix? Surtout à l'approche des élections, à l'approche d'un certain nombre de débats que nous devons avoir, mais il faut que ces débats aient lieu dans la sérénité. En ce qui nous concerne, nous pensons que pour aller véritablement vers la paix, au vu de ce que nous connaissons dans notre passé, il faut commencer par respecter les lois et règlements de la République en général et en particulier la Constitution. Toutes ces normes sont organisées hiérarchiquement et tout en haut, la norme suprême, c'est la Constitution. C'est la règle de droit que doivent respecter toutes les autres normes au sein d'une nation. Ni une loi, ni un décret, ni quoi que ce soit ne peut venir contredire la Constitution. En écrivant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a redéfini la norme suprême en l'appelant Constitution et en la définissant comme ça. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Dans cette simple phrase, il y a toute l'essence de la Constitution. La garantie des droits et la séparation des pouvoirs, législatifs, judiciaires et exécutifs. C'est une grande différence avec les lois fondamentales qui, elles, définissaient des privilèges et qui laissaient les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, le roi. Je rappelle à ceux de ma génération qui ont pu suivre ce qui s'est passé sous le président Pascal Lissouba, lorsqu'il y a eu la motion de censure
contre le gouvernement de Stéphane Bambounouara. Mais après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des difficultés et on a eu des problèmes pour l'interprétation de l'article 75 de la Constitution du 15 janvier 15 mars 1992, qui disait clairement que le Premier ministre est issu de la majorité. Et à travers ça, il y a eu tellement d'interprétations que nous avons eu des problèmes. Et à mon avis, il faut quoi? C'est pour ça que je dis, pour ce qui concerne la paix, le respect des lois et règlements de la République est extrêmement important. Et je le dis parce qu'il y a un article 205. Parce que pendant ces moments-là, la force publique joue un rôle extrêmement important. Et dans l'article 205 de notre Constitution, il est dit que la force publique est apolitique. Elle agit selon les lois et règlements de la République. Et elle ne doit dépendre de personne. Elle défend l'intérêt général. Et nous attirons l'attention parce que assez souvent, les opposants ont été des victimes des comportements un peu difficiles au niveau de la force publique. Et c'est véritablement à regretter. Maintenant, l'autre aspect, s'agissant des lois et règlements de la République, qu'il faut aborder de manière franche et de manière calme. Les gouvernants, les acteurs politiques violent de façon permanente, dans l'impunité totale, les lois et règlements de la République. Et je n'ai de cesse de le dire. Pour l'instant, je vais le dire en résumant à travers 2 phrases. Et les Congolais le savent, l'opinion nationale et internationale le sait. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et il se comporte comme s'il était en conformité avec la loi. Et vous avez suivi immédiatement le message du chef de l'État. Et ils se sont réunis pour dire qu'ils étaient en train de prendre toutes les dispositions pour être prêts pour les campagnes, etc. Mais c'est extrêmement grave. C'est ça qui fait apparaître les menaces sur la paix. Parce que l'article 15 de la Constitution est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Pourquoi, dans le pays où on prétend être en démocratie, un parti peut ne pas se soumettre à la loi? Évidemment, il est aidé en cela par les gouvernants. Et nous n'avons de cesse d'attirer l'attention du ministre de l'Intérieur. Évidemment, nous savons qu'il est dans une situation extrêmement difficile. Membre du bureau politique de ce parti, et il est confronté. Sa mission, c'est d'appliquer la loi. Et la loi fait que le Parti congolais du travail aurait dû être sanctionné depuis très longtemps. Et qu'il n'est pas bon que des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi soient déclarés conformes et qu'après qu'on puisse déclarer qu'on veut aller vers des élections libres, démocratiques et transparentes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on distingue généralement l'état de droit et l'état de police. Dans l'état de police, donc on est bien dans l'état de police et non dans l'état de droit, dans l'état de police, les administrés, c'est-à-dire ceux qui vivent dans l'état de police, doivent respecter le droit, ils doivent respecter les règles de droit. Bon, ça c'est classique. Pour autant, dans l'état de police, l'État lui-même n'est pas soumis à des règles supérieures. En revanche, dans l'état de droit, l'État est soumis, lui, au respect des règles juridiques supérieures, contrairement à l'état de police, où l'État n'est pas soumis à des règles supérieures. Et bien dans l'état de droit, l'État est soumis au respect de règles supérieures. Concrètement, dans l'état de droit, la puissance publique est elle-même soumise au droit. Donc la puissance de l'État, la puissance publique, est limitée. Dès lors, dans un état de droit, l'individu est bien évidemment soumis au respect de la règle de droit, au respect du droit. Mais, dans un état de droit, l'État, la puissance publique, est également soumise au respect du droit. Par conséquent, il est possible de contester
dans un État de droit, contester les actions de l'État si elles sont illégales. Si on était dans un État de police, on ne pourrait pas contester cette action, car l'État n'est pas soumis au droit. L'État de droit, il est généralement caractérisé par le concept de la hiérarchie des normes. Ainsi, par exemple, la loi qui est adoptée par l'État, par le Parlement concrètement, eh bien cette loi, adoptée par l'État par l'intermédiaire du Parlement, doit respecter la Constitution. Et si la loi ne respecte pas la Constitution, il sera possible de contester la constitutionnalité de cette loi. Et si la loi est inconstitutionnelle, elle devra alors être supprimée de l'ordre juridique. Alors, voilà ce qu'est l'État de droit. C'est un État dans lequel les pouvoirs publics, dans lequel la puissance publique, dans lequel l'État et l'administration sont soumis au droit. Le deuxième aspect sur lequel nous allons revenir plus loin, nous n'avons aussi de cesse de le dire. Le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Quand nous le disons, ce n'est pas un manque de respect. C'est un constat à partir de la lecture de la Constitution. Et quand je lis cette Constitution, je suis gêné de dire que le président de la République n'a respecté ni la Constitution du 20 janvier 2002, ni la Constitution du 25 octobre 2015. Ça pose un problème. Et pourtant, on est parti au changement de Constitution, non pas pour ne pas la respecter, mais soi-disant pour faire évoluer les institutions. Et je rappelle à ceux qui en douteraient que le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Voilà déjà sur cet aspect. Le deuxième aspect, pour préserver la paix, il faut que nous agissions pour le respect de l'alternance démocratique. L'alternance démocratique est un principe extrêmement important pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Et je tiens à attirer l'attention. Le président s'assied au pouvoir depuis 1979. Il y a eu cette interruption de 5 ans avec le mandat du président Lissouba. Et il est revenu au pouvoir en 1997, donc il y a pratiquement plusieurs années aujourd'hui. Et le président Sassou cumule pratiquement au pouvoir près de 41 ans au pouvoir sur nos 64 ans d'indépendance. C'est-à-dire pratiquement 64% du temps de la période concernée. Et moi, je dis du point de vue du principe que le président Sassou devrait agir pour respecter l'alternance démocratique, qui peut être vue par la passation du pouvoir soit à un opposant, soit à un autre cadre de son parti, mais malheureusement, le Parti congolais n'est pas en conformité avec la loi, devrait être sanctionné. Et il faut suivre, il faut voir un certain nombre de choses pour aller de l'avant. Maintenant, sur ce problème de l'alternance démocratique, regardez un peu ce qui se passe ailleurs. Et depuis 1979, les États-Unis, si j'ai bien fait le décompte, ont connu pratiquement 9 présidents. La France a connu pratiquement près de 6 présidents. Et au Congo, nous n'avons que le président Sassou. Et il faut dire aux uns aux autres que la thèse qui est souvent développée, qu'il y a des projets à achever, qu'il est le seul, etc., c'est des thèses qui ne tiennent pas du tout la route. Et il est bon, si nous voulons aller vers le progrès, que nous allions vers l'alternance démocratique, parce que c'est ça. Mais on finit par se demander, mais quand on arrive au pouvoir, pourquoi dans un pays comme le Congo, on a peur de le quitter? Après le pouvoir, il y a une vie. Regardez ce qui se passe pour les présidents ghanéens, regardez ce qui se passe pour les autres pays. Donc, sur cet aspect aussi, nous disons qu'il n'y a pas à avoir peur de l'alternance démocratique. Elle s'impose à nous. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que notre constitution du 15 mars 1992 et la constitution du 20 mars 2000, du 20 janvier 2002 prévoyaient un mandat pour la constitution de 92
c'était un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Et pour la Constitution de 2002, c'est un mandat de 7 ans, une fois renouvelable. Je crois que c'est pratique. Il faut qu'on se mette aux standards internationaux. Et c'est comme ça. Vous croyez que le président Bill Clinton n'a pas bien travaillé? Vous croyez que le président Barack Obama n'a pas bien travaillé? Vous croyez que les autres présidents... Mais ils s'arrêtent parce que c'est un principe qu'il faut respecter et qu'il faut suivre. Maintenant, au-delà de l'alternance démocratique, il faut, pour que nous préservons la paix, il nous faut une justice impartiale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que nous constatons. Ce que nous constatons, c'est une justice à double vitesse qui s'acharne sur les opposants et qui laisse libres sans être inquiétés les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la crise. Et le faisant, ils ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Le président Sassou, après son intervention du 14 août 2009, où il disait « Je ne surprends personne » en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de détournement de fonds publics. Et il avait précisé là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Mais aujourd'hui, nous voyons. Et c'est lui-même qui, en 2024, présente aux Congolais et à l'opinion internationale la situation de l'université, où il ne fallait que 3 milliards pour payer les bourses. Mais on en exigeait 9, et où les 6 milliards, on prétend qu'ils sont dissipés. Nous disons non. Il faut que les responsables soient taillés. C'est pour ça que nous sommes surpris de constater que le Congo, qui est l'un des pays les plus corrompus du monde, sur le terrain, rien ne bouge en ce qui concerne la corruption. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, l'autre point que nous allons aborder, c'est la justice sociale. Mais ces jours-ci, les Congolais ont découvert, ils ont vécu une crise économique, financière et sociale très dure. Ils se sont rendus compte des conséquences de la mauvaise gouvernance. Vous voyez, les retraités avec plus de 40 mois d'arriérés de pension, avec le problème de la non-harmonisation pour tout le monde de la valeur de l'indice à 300, avec les arriérages. Regardez les étudiants. Ils apprennent maintenant que depuis 2018, leur bourse n'est pas payée et ils apprennent maintenant qu'en fait, on exige 9 milliards alors qu'il en fallait 3 pour payer les bourses. Où va le reste? Et est-ce qu'on peut continuer à vivre, par exemple, la situation qu'on vit à l'université Malengwabi? Est-ce qu'on peut continuer à vivre la situation qu'on vit dans beaucoup de structures? On les cite, même les dépêches de Brazzaville ont fini par annoncer qu'elles étaient en grève. On a la STPU, on a la mairie de Ouesso qui a pratiquement 120 mois d'arriérés de salaire. On a la morgue de Dolizy et qui a pratiquement 76 mois d'arriérés de salaire. L'université elle-même aujourd'hui est menacée d'une année blanche parce que les professeurs sont en grève à cause du non-paiement des salaires, etc. Donc, il y a une situation qui est là. Et on se plaint, on se pose la question, où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent des forêts? Et pourtant, il y a une répartition inégale, une très mauvaise répartition de la richesse nationale. Et vous savez bien l'exemple sur lequel que je prends souvent, auquel vous êtes habitués. Le Premier ministre congolais gagne 25 millions. Le président chinois gagne 1,50 million. Le Premier ministre indien gagne 1,450 million. Le président américain gagne 20 millions par mois. Vous voyez bien que nous nous comportons comme si nous étions riches. Mais il n'y a qu'une petite minorité qui s'en sert. Et je vous ai pris l'exemple en disant que le Premier ministre congolais gagne pratiquement 833 333 francs par jour. Et celui qui a le SMIC de 70 000, celui qui aura le SMIC de 70 400, il gagne combien? 2 350 francs par jour. Quand vous gagnez 2 350 francs par jour, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les demi-terrains, avec les problèmes de santé, avec les problèmes d'école, etc. C'est des situations, à notre avis, qu'il faut regarder. Et pendant ce temps,
Les gouvernants ne veulent pas aller à la réduction du train de vie de l'État. Ils ne veulent pas aller à la lutte contre la corruption pour récupérer les sommes colossales qui ont été détournées du trésor public. Et vous les connaissez assez souvent, on est revenu là-dessus. Et je crois que les gouvernants devraient être préoccupés parce que les Congolais se sont rendus compte que ce sont eux qui les ont plongés dans la misère et dans la souffrance. Parce que si on parlait des 14 000 milliards, si on parlait des 5 500 milliards qui ont été placés dans les paradis fiscaux par six de nos compatriotes, mais vous voyez bien qu'on serait déjà à 20 000, à pratiquement près de 20 000 milliards. Toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Nous avons voulu, la France, depuis plusieurs années, être à l'avant-garde des mouvements au niveau international pour plus de transparence, pour moins d'optimisation fiscale et pour la lutte contre le blanchiment. Et nous voyons qu'à mesure que nous avançons, que nous signons un certain nombre de conventions, il y a la possibilité de connaître davantage. Nous voulons même, au plan législatif, ça va être l'objet d'un texte qui va venir très prochainement au Parlement, montrer que sur la transparence, la lutte contre la corruption, la France peut là aussi prendre un temps d'avance, y compris pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Donc je remercie les lanceurs d'alerte, je remercie la presse qui s'est mobilisée et je ne doute pas que nos enquêteurs sont tout à fait prêts à étudier ces sujets, ces dossiers et ces cas pour le bien d'abord de ce qu'on peut penser être la morale et aussi pour le bien de nos finances publiques. Et là, quand on prend le budget de notre année, ça veut dire qu'on pourrait supporter des budgets pendant près de 6 et 7 ans, etc. Mais cela n'est pas là-dessus. Donc, il y a un problème. Et c'est pour ça que l'on constate qu'il y a la grogne, qu'il y a des grèves, qu'il y a des concerts de casseroles. Parce qu'il faut comprendre, la vie est devenue chère, le panier de la ménagère pèse tellement. Et je crois que c'est un gouverneur qui a déclaré qu'actuellement, nous importons pour près de 800 milliards de francs CFA de produits alimentaires. C'est une situation pratiquement inacceptable. Et nous allons continuer jusque quand au niveau de cette situation. Alors, c'est pour ça que nous disons qu'il y a également au plan de la justice sociale beaucoup de choses qui doivent être faites, mais il faut, parce que si ce n'est pas réglé, j'ai suivi le président dire qu'il fallait que les travailleurs, les syndicalistes aient un esprit patriotique. La question que je me pose, mais pourquoi les gouvernants n'ont pas l'esprit patriotique? Pourquoi on les demande seulement aux syndicalistes et aux travailleurs? C'est les syndicalistes et les travailleurs qui aiment le pays, qui aiment les autres Congolais. Les gouvernants ne les aiment pas. Mais c'est aux gouvernants qu'il faut faire l'effort. Non seulement pour qu'ils aillent à la réduction du train de vie de l'État, mais ensuite qu'ils travaillent pour qu'on récupère l'argent qui a été véritablement dilapidé du trésor public. Maintenant, après ça, je vais toucher un point important qui va certainement occuper les jours à venir sur les débats politiques avec le chemin qui va être balisé pour l'élection présidentielle. La question elle est simple. Parce que j'ai vu les gens qui ont commencé à intervenir, etc., pour dire les uns qu'il faut que le président Denis Sassou Nguesso renonce à être candidat à l'élection présidentielle. Les autres, c'est l'homme présidentiel, il faut qu'il soit candidat. Il faut que ce problème qu'on l'aborde.
J'ai essayé de lancer le débat là-dessus sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si les gens s'y sont intéressés, mais il faut bien qu'on s'y intéresse. Et moi, je pose la question. Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso peut être président à l'élection présidentielle de 2026? Bon, j'aurais pu dire de façon spontanée, non, il a fait 40 ans au pouvoir, c'est suffisant, nous sommes l'un des pays où on met autant de temps. Mais je sais que si je dis ça, il y en a qui vont réagir en disant, il y a la loi, et la loi lui autorise. Mais je vais y venir pour qu'on rentre dans le fond de ce problème. D'ailleurs, cette campagne, il faut que les Congolais le sachent, elle a été lancée par Anatole Koliné-Makosso en juin 2023 à Paris, lorsqu'il a dit que le président Sassou pouvait se présenter à l'élection présidentielle de 2026 et que lui, Koliné-Makosso, travaillait pour ça. Dans le même temps, vos collaborateurs vous renouvellent leurs vœux de loyauté et de dévouement. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Il y a d'autres qui ont suivi. On a suivi sur les réseaux sociaux, à la télévision nationale congolaise, que la force montante congolaise de Poto-Poto a déjà demandé au président Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Il y en a d'autres qui ont suivi. Nous venons de suivre Banadol, les enfants de Doulizi, je crois, qui ont également lancé le même appel sous l'arbre de Brazza pour dire qu'il fallait que Denis Sassou Nguesso soit candidat. Mais dans ce cas, il y a eu une réaction immédiate des jeunes pour dire ça, c'est leur avis. Eux, ils ont été favorisés, ils ont bénéficié de ce système. Nous, on n'a rien à voir. Et nous, donc vous voyez bien que même dans une ville comme Doulizi, il y a déjà, je ne dirais pas une confrontation, mais il y a déjà des idées qui sont divergentes, mais qu'il faut régler et qu'il faut, à mon avis, examiner pour permettre d'avancer. Maintenant, Koliné-Makosso a déclaré aussi en janvier 2024 que le président Sassou était l'homme providentiel et qu'il l'appelait pratiquement à continuer, c'est-à-dire à se prononcer pour un second. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire que le président de la République doit renoncer à être candidat en 2026. Évidemment, on peut dire qu'on utilise la langue de bois pour le faire. Pourquoi on l'interdirait d'être candidat si les textes le lui permettent, etc. Mais moi, je dirais ceci. Au vu de l'analyse de la situation que je fais du pays, nous avons déjà un problème. Et moi, je l'ai souvent relevé. Je dis souvent que le changement de constitution en 2015 a été ou doit être considéré comme un changement anticonstitutionnel du gouvernement au sens de l'Union africaine. Et que ce changement n'a pas respecté les dispositions de la Constitution du 20 janvier 2002. De la même sorte, il n'a pas respecté les dispositions tant de l'acte constitutif de l'Union africaine que de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ça, c'est une autre paire de manches. Tengo el honor de dar la bienvenida al excelentísimo señor Mamadi Doumbouya, presidente del Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo, presidente de la República de Guinea y jefe de Estado, y lo invito a dirigirse a esta Asamblea General. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais, avant de commencer, Monsieur le Président, vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation guinéenne pour votre brillante
élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Le deuxième aspect que je vais soulever, c'est que depuis 2002, il faut le reconnaître quand on regarde de près, aucune élection libre et démocratique n'a été organisée au pays. Les élections se sont passées toutes dans le déni de la démocratie et dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et c'est là où je chute, en disant clairement, sur la base de la lecture de la Constitution de notre pays, que le président Denis Sassou Nguesso est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et c'est là le fond du débat. Est-ce que dans cette situation, il peut être candidat à l'élection présidentielle? C'est ça le problème de fond. Et j'espère que nos juristes nous apporteront des idées pour que nous avancions. Pourquoi je le dis? Premièrement, j'ai déjà constaté, et je vous l'ai dit clairement, ce n'est pas moi, c'est la loi. La loi, c'est la loi, elle est dure, mais elle s'applique à tout le monde. Le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine, conformément d'abord à l'article 48 de la Constitution de 2002 et à l'article 55 de la Constitution de 2015. Ça veut dire en fait que le président de la République a violé l'article déjà 50 de la Constitution qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Maintenant, l'autre aspect, parce que je ne veux pas déballer tous les aspects ici, l'autre aspect que j'évoque et qui est également très clair, c'est que le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais le constat est là.
Le président de la République a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Il a aussi prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous. Et sur l'aspect de garantir la paix et la justice à tous, mais nous, les Congolais, nous sommes surpris devant le fait que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde, devant le fait que les cas préoccupants des scandales et crimes économiques et financiers sont nombreux. Mais on est là, rien ne bouge. Au contraire, et quand j'entends le Premier ministre ou le ministre des Finances vouloir parler de renflouer les caisses, même quand on fait le budget, j'ai essayé de reparcourir les budgets de 2023, 2024 et 2025. Mais il n'y a aucune ligne où on prévoit la contribution de la lutte contre la corruption au budget. C'est extrêmement grave. Et comment on devrait pouvoir avancer? Comment on devrait pouvoir faire? Donc, il y a des aspects du point de vue du droit. Je ne suis pas sur la langue, je suis sur les principes du droit. Et sur ces principes, il faut insister et dire que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et je chute sur l'autre aspect, le fait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et ça, c'est un dilemme pour les gouvernants, parce que le président a prêté le serment de faire respecter la Constitution. Et les lois et règlements de la République disent clairement, notamment la loi sur les partis, que dans ce cas, ce parti doit être suspendu par le ministre chargé de l'administration du territoire. Ce n'est pas Mirassa qui l'a dit. C'est un parlement majoritairement composé des éléments du Parti congolais du travail qui a voté ces lois. Et le gouvernement est chargé de faire appliquer ces lois. Aujourd'hui, tous les Congolais le savent. Et moi, j'évoque ce problème parce que je sens que c'est un problème qui est de nature à perturber la paix. Et je rappelle à certains, notamment ceux qui sont proches ou qui sont membres du Parti congolais du travail, j'aime à leur rappeler que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a déclaré en 1992 qu'il insistait pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais quand elle est violée et que le constat est fait, mais nous devons tirer les conséquences de cette situation. Donc aujourd'hui, nous constatons que le président de la République est dans cette situation. Nous constatons que le Parti congolais du travail est dans cette situation. Mais le président de la République n'a pas autre chose à faire que de veiller à la sanction du Parti congolais du travail et permettre au Parti congolais du travail de faire ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire de se croire conforme à la loi. C'est une démarche de perturbation de la paix. Et les Congolais veulent de la paix. Ils ont vécu tellement de drames. Ils ont perdu des parents. Ils ont perdu des biens. Ils veulent de la paix. Donc, pour l'élection de 2026, il faut que nous ayons un débat extrêmement sérieux. Il faut que nous ayons un débat extrêmement sérieux sur ces questions. Et moi, je dis d'entrée de jeu, le président de la République n'a rien d'autre à faire. Et je rappelle que l'article 31 de la loi relative aux partis politiques est clair. En cas de violation de la loi par tout parti, par un parti ou un groupement politique, ou de troubles à l'ordre public, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné. Pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas fait? Pourquoi jusqu'à présent ce n'est pas fait? Alors la loi s'était faite pour les autres Congolais, pas pour les membres du Parti congolais du travail. Mais le grand et glorieux parti doit savoir qu'il doit se soumettre. Et ils soumettent les autres. Figurez-vous que dans le cas de la loi sur les partis, pendant que le Parti congolais du travail est déclaré conforme, mais il y en a d'autres qui sont déclarés pas conformes, même des partis qui étaient créés avant que cette loi ne soit adoptée. On a voulu, alors que la loi n'agit que pour l'avenir. On a voulu tout confondre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y avait des comptes à régler.
Parce qu'il y a des gens comme Clément Mierassa, il y a un certain nombre de cadres politiques qu'on ne souhaite pas voir dans ces milieux, mais on cherche tout. Si on cherche, si ce n'est pas la menace de mort, évidemment, on cherche tout pour remettre les bâtons dans les roues. Donc, je dis, et moi, je donne si j'avais mon point de vue à donner, et je le donne aujourd'hui, le président Sassou étant président du Parti congolais du travail, ayant violé la loi, la Constitution du 20 janvier 2002, ayant violé la Constitution du 25 octobre 2015, et d'autres aspects contre eux. Donc, le président Sassou n'a pas respecté le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution, et ensuite celui de garantir la paix et la justice à tous. Je dis que le président Sassou est dans une situation délicate, mais c'est à lui et aux autres Congolais que nous agissons pour privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier et individuel pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, voilà cette question. Et moi, j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est l'une des questions. On a mobilisé Banadol, les femmes, etc. Elles sont venues. C'est comme ça qu'on crée l'ambiance. Et c'est comme ça, après, il y a des perturbations dans le pays. Et les Congolais n'en veulent. Les Congolais n'en veulent. Je me trompe peut-être. Mais je pense que les Congolais veulent aller dans une vision de changement et de rupture. Et il est bon que nous nous attelons à ce qu'on y arrive. Donc voilà, chers téléspectateurs, mais pour aller à la conclusion, mais avant d'aller à la conclusion, je tiens à apporter un élément d'éclaircissement ou sinon d'information à un internaute qui, à chacune des vidéos de grand angle, fait le commentaire en disant que Clément Mierassa a été ministre de Denis Sassou Nguesso, combien il gagnait, que de ce point. Alors, je rappelle aux internautes de façon générale, j'ai milité au Parti congolais du travail. J'ai apporté ma contribution, notamment lors du congrès de mars 1979. J'ai été secrétaire du comité central du Parti congolais du travail, chargé de la gestion et des activités économiques. Et comme vous vous en doutez, avec mes idées, je n'ai pas mis long feu, je n'ai pas mis longtemps au niveau de la gestion et j'ai compris pourquoi. Mais je rappelle aussi que j'ai été emprisonné en juillet 1990 pour toujours dans le cadre de la lutte et du combat que je mène. Maintenant, il me pose la question, combien gagne un ministre? Combien j'ai gagné quand j'étais ministre du président Denis Sassou Nguesso. Je n'ai jamais été ministre du président Denis Sassou Nguesso. C'est vrai, quand j'étais ministre du gouvernement André Milongo, le président était président de la République, mais dans un contexte tout à fait particulier qui avait été créé à la conférence nationale. Et il y a beaucoup de mes collègues qui sont là, qui sont venus. Je peux lui dire sans la moindre gêne. Quand nous étions ministres au niveau du gouvernement Milongo, nous gagnions chacun de nous 1 200 000 francs. Et je peux ajouter à ces compatriotes que j'ai été ministre dans le gouvernement 60-40 du président Pascal Lissouba, qui n'a pas non plus aussi, ce gouvernement n'a pas duré. Mais lorsque j'étais ministre du gouvernement Pascal Lissouba, un ministre gagnait 3 millions. Maintenant, quand ça a évolué, quand c'est arrivé au niveau d'aujourd'hui, je n'en suis pas responsable. Ce n'est pas moi qui les ai fixés. Donc, je souhaite que ces compatriotes aient l'information. Et chaque fois parce que à chaque fois, je crois qu'il a considéré que je ne tenais pas compte de ses remarques et de ses commentaires, etc. Mais du point de vue des idées, j'ai mes idées qui ne sont pas les idées du Parti congolais du travail. C'est celles que je défends. Et je n'ai aucune responsabilité, je crois, dans ce qui arrive au pays. Mais si je devais en avoir une, j'y répondrai. Maintenant, pour aller à la conclusion, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, je crois que la paix est importante pour le pays. Et assez souvent, nous aimons à dire qu'il n'y a pas de développement sans paix. Il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de paix sans justice. Je crois qu'il faut regrouper tous ces éléments. Et aujourd'hui, j'ai bien aimé quand le président Sassou dit qu'il ne faut pas essayer de remuer les couteaux de l'histoire. Notre histoire est sombre. Notre histoire est trop caractérisée par les violences politiques.
Nous avons perdu beaucoup de nos frères, beaucoup de nos parents. Parfois, ils étaient innocents, mais ils sont morts. Il faut que nous en tirons les leçons. Et pour tirer les leçons, il faut que nous créions un cadre pour qu'il y ait le calme, pour qu'il y ait la tranquillité, pour que nous nous éloignions des troubles, pour que la force publique fasse correctement son travail conformément aux lois et règlements de la République. S'agissant du problème que j'ai soulevé, parce que je sens comme une menace en ce qui concerne la perturbation, la paix, j'ai donné mon point de vue. J'ai lancé un débat là-dessus sur les réseaux sociaux. Je souhaite que les uns les autres, sur la base des arguments et non sur la base de la langue de bois. Maintenant, pour terminer, je dirais, j'ai fait ce que j'ai fait à l'occasion d'une vidéo que j'ai eu du mal à supporter parce que les images étaient difficiles. Et j'ai vu que les journalistes s'en sont saisis à cœur joie. Et ils se sont dit, la presse a assassiné Clément Mirassa. Vous ne m'avez pas assassiné. Je suis un démocrate, je suis un républicain. J'accepte la critique. Je vais être à l'écoute. Et si je dois modifier, changer quelque chose dans mon comportement, je le ferai. Mais pour ce qui est arrivé, bon, écoutez, j'ai pris acte. J'accepte la critique. Mais je continuerai mon combat. Mais j'attire l'attention des journalistes. Clément Mirassa n'a pas parlé que de cet incident qui se serait produit à Kinshasa. Clément Mirassa dit beaucoup de choses. Et je souhaiterais que sur les choses que Clément Mirassa dit, que les journalistes accordent autant d'importance qu'ils ont accordé à cet événement pour que nous puissions aller de l'avant. Donc, c'est sûr, c'est mon cher téléspectateur, que je tiens à vous remercier pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous pour samedi 21 décembre, tout en sachant et en rappelant que nous nous approchons de la fin de l'année. J'ose espérer que nous allons marcher lentement et sûrement vers les fêtes de fin d'année et que nous allons voir arriver la nouvelle année 2025 qui nous ouvrira certainement le boulevard pour aller vers l'année 2026 qui verra l'élection présidentielle se dérouler. Je vous remercie et souhaite que nous nous retrouvons très prochainement. À bientôt. Et à la prochaine.